Hello, bienvenue sur Thierry Guitar Story, encore un nouvel épisode avec l'après Hendrix. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les surprises qui se sont passées au début des années 70 après la mort d'Hendrix le 18 septembre 1970. L'après Hendrix va montrer bien des surprises et je vais te le dire dans cette vidéo. Mais d'abord, abonne-toi, mets un pouce si ça te plaît. Et surtout, commente. Les commentaires, c'est ce qui vraiment me touche et j'adore y répondre en plus. Et en plus, on échange comme ça. C'est vraiment très agréable. Alors, tous ces fans et tous ces guitaristes, à l'aube des années 70, se retrouvèrent orphelins après la mort de leur icône. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans les années 70 ? Qui c'est qui va le remplacer ou pas? Voilà, tout le monde se posait la question. Ça a laissé beaucoup de gens comme ça sur la touche un peu. Les gens comme Jeff Beck étaient là aussi, Eric Clapton et bien d'autres se retrouvèrent un peu comme Michel-Ange quand Léonard de Vinci a abandonné le fameux challenge qu'ils avaient à Florence. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est un peu la même chose. Sans Hendrix, il n'y avait plus de compétition. Il a tellement changé les choses avec son son, son jeu de scène, sa musique. C'était devenu vraiment la star, le guitariste mondial adulé à l'époque. Donc beaucoup d'adeptes restèrent abasourdis après sa mort. Que va-t-il se passer? Il y a quelqu'un qui pourra remplacer Hendrix. L'après Hendrix, ça va pas être facile. Donc on est début des années 70, petit à petit, 71, 72, 73, vers les débuts, vont commencer à sortir ces espèces, j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu clones, des gens qui vont un peu avoir le look d'Hendrix, le son, même le matériel, qui vont pas chausser ces chaussures, comme on dit, qui vont suivre un peu ce chemin de souvent en power trio, c'est-à-dire à 3, basse, batterie, guitare, et avec un peu le même son, un peu les mêmes choses, et il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu, comme monsieur Robin Trower, qui était en fait le guitariste de Procol Harum, que tout le monde connaît, un groupe iconique des années 60 et qui avait fait un gros tube. D'ailleurs, quel était le tube de Procol Harum? Voilà une question. Voilà. Donc c'est Robin Trower, donc guitariste anglais, qui quitte Procol Harum, pas facile à dire ce mot, et qui va en fait suivre un peu le chemin de monsieur Jimi Hendrix. D'abord, il s'habille tout en blanc avec des liquettes. Il a aussi des pantalons pas def, un peu psychédéliques, mais à sa façon à lui, strato blanche, bien sûr. Et ce son, et ses riffs, et tout ça, voilà, ça va faire le Robin Trower Band. Et d'ailleurs, avec le groupe de l'époque, en 73, nous allons jouer un de ces morceaux qui s'appelle I Can't Wait Much Longer. Et ça fait ça.
quand même pas mal de Hendrix là-dedans. Les bends, les jolis sons, le Hendrix, pas le Hendrix psychédélique qui saute partout, mais il y a quand même des choses, des plans à lui, ses doubles stops, tout ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une influence. Et en d'autres, bon, il a fait d'autres morceaux. Un autre que j'adore aussi, c'est le fameux avec la wah-wah, To Rolling Stone. Alors, on sent bien l'influence du Jimmy, et oui, c'est Robin Trower. Et ensuite, bien sûr, nous avons aussi un autre guitariste qui va aussi avoir le look, et il commence aussi avec une strato blanche, c'est monsieur Uli Jon Roth, qui a été au début guitariste de Scorpion. Et d'ailleurs, à ce temps-là, il faut aller voir le fameux live de Scorpion, Tokyo Tapes, qui est un très très bon album. Et dedans, il y a monsieur Uli Jon Roth, et Scorpion avait une orientation très années 70 avec cette influence aussi d'Hendrix, comme j'avais fait un titre. Comment s'appelle le titre de Scorpion que monsieur Uli Jon Roth avait composé, que je viens de faire? Bonne question. Donc, oui, monsieur Uli Jon Roth avait aussi ce jeu très hendrixien. Mais monsieur Uli Jon Roth, il est quand même allé un peu plus loin. Et d'ailleurs, il a influencé un peu, je pense, avec monsieur Blackmore, mais les débuts du néoclassique, le rock néoclassique. Il y a mis une petite touche de classique. Il avait d'ailleurs repris les 4 saisons de monsieur Vivaldi. Et il a cette... en plus de ces plans de pentatonique qui sont très hendrixiens, il a cette petite touche en plus de classique avec cette gamme mineure. Il va monter ses gammes et les descendre. Et employer aussi le fameux sweep. Et d'ailleurs, ce Uli Jon Roth va aussi influencer un jeune guitariste qui va faire beaucoup parler de lui plus tard. C'est M. Yngwie Malmsteen qui ne l'a jamais cité dans ses influences, alors qu'on peut l'entendre. La fameuse séquence que M. Malmsteen déplace sur toute la gamme, comme Uli Jon Roth d'ailleurs. Et ces gammes comme ça descendent à 100 à l'heure, plus l'arpège diminué. Tout ça, c'est de M. Uli Jon Roth. Il ne l'a pas inventé, mais il a mis quand même à la sauce du rock and roll parce que nous ne l'avons pas entendu avant. Donc, ce M. Uli Jon Roth, que nous avons rencontré d'ailleurs à Marseille, qui parle très bien français, qui est très sympa, un gars très simple, vraiment un musicien dans l'âme, avait bien sûr aussi ce fameux morceau Firewind qu'il avait fait dans son groupe, de nouveau un trio, qui s'appelait Electric Sun, je pense que ça n'existe plus, Electric Sun, notamment avec ce morceau. Voilà, dans le style. Je n'ai jamais vraiment joué ce morceau. Mais en tout cas, voilà, le style de monsieur Uli Jon Roth. Et d'ailleurs, dans mon album numéro 2, j'ai fait un hommage qui est à Uli Roth et Jimi Hendrix, qui s'appelle Jimi and Uli. Et d'ailleurs, cet album, il est en vente sur Bandcamp. Il y a la description, si ça vous dit. C'est un très bon album que j'ai fait. Ah, c'est un album avec beaucoup de style, c'est toujours dans le style rock instrumental, mais il y a beaucoup de
d'essence et de couleurs différentes dans cet album. Ensuite, nous allons avoir un autre guitariste qui va aussi être influencé, beaucoup influencé par Hendrix, et qui va nous délivrer non seulement du rock, mais aussi du blues. Et une sacrée façon aussi, c'est Monsieur Frank Marino. Monsieur Frank Marino, oui, avec Mahogany Rush, c'était son groupe, avec son frère cadet qui jouait de la guitare aussi, très très bon guitariste. Et bien sûr, ils vont nous délivrer ce fameux morceau de King Bee. Et oui, monsieur Frank Marino, il ajoute une petite touche jazzy dans son jeu qui était quand même bien en avance sur l'époque. Pour oublier que nous sommes dans les années 70. Donc avec son groupe, il nous avait fait ça. Et il nous avait fait aussi quelque chose qui était un peu vraiment à l'opposé de son jeu très blues. C'était un morceau qui carrément passait dans les boîtes. Quand j'habitais en Allemagne, bien sûr, hein, c'est un morceau avec Dreams dedans. Qui c'est qui va me donner ce titre, hein? Voilà, qui était un peu commercial et qui était bien, avec un gros son et tout, qui sort un peu de son registre plus rock blues. Mais j'aimais beaucoup aussi ce morceau. Et bien sûr, dans les gens influencés par Jimi Hendrix, on ne peut pas passer, il y en a eu d'autres. D'ailleurs, une question, le guitariste a été influencé par Hendrix aussi dans les années 70, ou même après, même si c'est récent, c'est pas... Voilà. Quel guitariste? Voilà. Enfin, comme je disais, on ne peut pas passer à côté d'un certain monsieur. Quand on parle d'Hendrix et de ses adeptes et des gens qui l'ont adulé aussi et travaillé, on le sent dans le jeu, c'est monsieur Stevie Ray Vaughan, bien sûr, monsieur Stevie Ray Vaughan, c'est pas facile à dire. Très influencé, d'ailleurs sur scène il a joué Little Wing, une version instrumentale, d'ailleurs il ne chante pas dessus, il a joué Voodoo Child, je pense qu'il en a joué d'autres. Très influencé monsieur Stevie Ray Vaughan.
aussi, oui. Mais voilà, donc on sent bien l'influence du blues et aussi un peu des choses plus rythmées, presque funkisantes, comme faisait monsieur Jimi Hendrix. Donc voilà les gens qui se sont quand même, qui ont fait leur carrière très influencés par monsieur Jimi Hendrix et qui ont été après très très connus. Hein. Et encore une fois, monsieur Stevie Ray Vaughan, Stratocaster, lui plutôt Fender que Marshall. Windthrower, c'était plutôt Marshall, comme monsieur Uli John Roth et monsieur Frank Marino, je pense aussi. Si tu as des précisions sur le matériel qu'employaient ces gens-là, bien sûr, je suis preneur, parce qu'ils avaient vraiment des sons vraiment très très bons, déjà pour l'époque, avec beaucoup moins de matériel que maintenant, mais ils avaient un sacré son, hein. Tous dans leurs différentes façons de jouer, ils avaient quand même le gros son. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce s'il te plaît, de commenter, et à bientôt sur la chaîne Rock Story pour d'autres histoires qui ne seront racontées que sur la chaîne TRS. Bis bald, tchuss.